Yo, son pas sous sac de Monivan. Me voilà de retour dans l'atelier, un peu moins fatigué, mais quand même un peu parce que j'ai tendance à peindre le soir. Mais bon, on va faire avec. Donc aujourd'hui, on a une phase cruciale parce que putain, parce que soit le tableau continue, soit il est détruit. Donc là, j'ai une phase importante, c'est ce que j'appelle la phase du noir. Je mets toujours du noir dans mes tableaux parce que j'aime le côté obscur. Tu vois, il faut toujours qu'il y ait un petit côté obscur dans mes tableaux. Ça, c'est la signature d'Omonivan. Donc aujourd'hui, on va essayer de regarder ensemble. Donc en fait, aujourd'hui, il va falloir que je change le casque. Ce que j'appelle le casque, qui est en fait la coiffure. Il va falloir que je mette en valeur les mains en forme d'arme. Il va falloir que je retravaille le fond, que je mette du noir. Bon voilà, il y a pas mal de choses à faire aujourd'hui, donc c'est une séance assez complète. Donc bon, je sais qu'il ne faut pas donner d'attention aux haters, mais comme je vois qu'il y en a de plus en plus, alors que je suis très très loin d'avoir beaucoup d'abonnés, sont des gens, des gros fanatiques qui me suivent en cachette, puisque pour tomber sur mes vidéos, c'est forcément qu'ils me suivent en cachette parce qu'elles ne sont pas du tout propagées par YouTube, vu le nombre de vues. Et donc j'ai pris une décision sur cette communauté d'art d'appeler ces haters les innocents. Et je vais t'expliquer pourquoi. L'un de mes tableaux préférés du Tintoretto, c'est le massacre des innocents. C'est un tableau que je suis allé voir à Venise de mes propres yeux, qui est absolument magnifique. Et j'adore ça. Je trouve que l'exercice, entre guillemets, massacre des innocents a été repris par de nombreux peintres. Et c'est un exercice qui marche toujours bien, parce qu'il y a dans cette peinture quelque chose de violent. Et c'est ce que j'aime, c'est pour ça que j'aime le Caravage, c'est pour cette raison que j'aime Francis Bacon. C'est qu'il y a une certaine forme de violence, et c'est cette forme de violence, History of Violence, que je souhaite aussi mettre dans mes tableaux. Et je pense que l'un des tableaux très intéressants que je pourrais faire, c'est le massacre des innocents, en hommage à ces haters. Ce qui est paradoxal, je le sais, généralement quand tu as du succès, tu as beaucoup d'haters. Le nombre de haters est proportionnel à ton succès. Donc ce n'est pas une mauvaise chose. En tout cas, moi, ça me motive. Tu vois, ça me motive, d'autant plus que, paradoxalement, ce sont ces haters qui vont te faire réussir en réalité. Tu vois. C'est toujours motivant de voir ces gens extrêmement jaloux, surtout dans un milieu comme l'art. Et je peux te dire que les pires des haters, ce n'est pas ceux que tu crois. Ceux qui ne t'aiment pas, tu vois, qui n'y connaissent rien à l'art, à la rigueur, je m'en tape parce que voilà. Bon, c'est vraiment eux qui ne t'aiment pas parce qu'ils sont jaloux de ta personnalité, de ton charisme, de ce que tu dégages. Donc bon, ça, j'ai toujours été confronté à ça, on ne peut rien y faire. Mais les pires des haters, je te dis, les pires, ce sont ceux qui s'y connaissent un petit peu.
tu vois, mais un petit peu. Tu vois, dernièrement, par exemple, je parlais du Caravage, et je parlais de la manière dont Henri Cartier-Bresson s'était inspiré du Caravage, et je disais justement que dans les tableaux du Caravage, il y avait un côté photographique. Donc le mec, je suis persuadé qu'il ne connaît pas Cartier-Bresson, donc tu vois, culture zéro, qu'il a entendu parler du Caravage, mais qu'il n'est jamais allé à Rome voir les tableaux du Caravage. Et donc tu vois, il entend photographie Caravage, il fait « Wow, qu'est-ce qu'il raconte ?» tu vois. Donc ça, c'est le pire. Quand tu fais un tableau abstrait, donc j'en ai fait dans ma carrière, et je peux te dire qu'un tableau abstrait est peut-être même plus difficile à faire qu'un tableau figuratif. Le peintre figuratif low cost qui s'y connaît un petit peu, c'est le premier qui va te dire que son fils peut le faire, tu vois. C'est le premier. C'est le premier. Tu vois, quand il voit un tableau de Mark Rothko, c'est le premier peintre qui va te dire que son fils peut le faire. Figure-toi que moi-même, tu peux le voir ici, tu vois. J'ai essayé, ça c'est quand j'étais étudiant en école d'architecture, j'ai essayé de faire du Mark Rothko. C'est impossible à faire. Si un jour tu essayes de faire un tableau comme Mark Rothko, tu n'y arriveras jamais. Je ne sais pas comment il fait, tu vois. Je suis allé voir ces tableaux à la Tate Britain. Je suis resté au moins 1 heure dans la salle. J'étais émerveillé. Je me suis dit, mais comment il fait? Je me demande, j'ai l'impression qu'il peint avec un mini pinceau, tu vois, tellement que c'est précis. Et moi-même, ayant réalisé des monochromes, je peux te dire que cette sensation de simplicité, en fait, j'ai dû mettre 25 couches dessous, tu vois. Je sais que c'est très difficile à voir. C'est beaucoup plus facile d'avoir une peinture avec différentes couleurs, voilà, qui brille bien, qui, euh, qui passe bien d'un point de vue démocratique. Mais quand t'as qu'une seule couleur, c'est très difficile en fait. C'est comme le Corbusier qui disait qu'en architecture, un cube c'est très difficile et quand tu fais quelque chose avec des milliards de volumes, c'est très facile. Je suis d'accord. Je suis absolument d'accord. Et le tableau que je suis en train de faire, progressivement, il va se simplifier. Là, il est trop riche, il est trop complexe. Et c'est justement cette simplicité que je recherche. Et ça, je vais citer l'un de mes anciens mentors, Miss Van der Rohe. Je suis bavard, mais bon, c'est un peu l'esprit de mes vidéos. Je vais pas me dire, voilà, je vais faire une vidéo sur Miss Van der Rohe. Je préfère en parler quand je le sens. Ce qui manque à beaucoup de peintres, c'est d'avoir fait des études d'architecture, et je suis persuadé que s'ils avaient fait des études d'architecture, ils auraient de bien meilleures peintures. Je te le dis parce que moi-même, ça m'a énormément aidé. S'il y a une chose que tu peux apprendre de Miss Van der Rohe, c'est less is more. C'est-à-dire que le problème de la plupart des peintres, c'est qu'ils ont tendance à laisser agir leurs mains avant leur cerveau. Et moi-même, j'ai eu ce problème. Quand tu es naturellement doué au dessin, tu as envie de dessiner. Tu as envie que la main parte en premier. Miss Van der Rohe, enfin l'architecture, les architectes, m'ont appris une chose. Et c'est Le Corbusier qui disait ceci. Il faut que ce soit l'esprit, la tête, qui parte en premier et que la main suive. Très souvent, on veut faire trop. Parce que la main aime bien, voilà, on aime bien dessiner, on aime bien peindre, on aime bien, tu vois, faire des lignes, des courbes, on aime bien ça. Mais il faut se restreindre. D'où l'importance de l'esprit, du cerveau qui prend du recul, comme Mark Rothko. Tu vois, Mark Rothko, il fait des peintures minimalistes parce qu'il a suffisamment d'expérience, de goût, surtout de goût, pour savoir qu'il ne faut pas trop en mettre. C'est pour ça que ce n'est pas étonnant d'ailleurs que la plupart des architectes
adore Mark Rothko. Tu vois, si tu prends un architecte, je connais pas un seul architecte qui va te dire je n'aime pas Mark Rothko. Tu vois. Moi-même, quand j'ai été en études d'architecture, le premier peintre que j'ai connu, c'est Mark Rothko. Tu vois. Mark Rothko, voilà, c'est vraiment le peintre des architectes. Le Caravage, c'est le peintre des architectes qui ont plus de culture, tu vois. Les architectes qui voyagent, qui vont à Rome, les architectes urbanistes, on va dire, tu vois. Les architectes cultivés. Après, les architectes, il y a d'autres peintres qui adorent les architectes. Jackson Pollock, ouais, Jackson Pollock, c'est aussi, c'est un peu l'équivalent de Mark Rothko. Par contre, Francis Bacon, il n'est pas très aimé des architectes, ce que je trouve très bizarre, tu vois. Et moi, je suis architecte. Parce que soit ils ont pas, voilà, ils y connaissent rien, mais je trouve Francis Bacon très architectural. D'ailleurs, il n'a pas fait d'études d'architecture, mais il a fait du design architectural. Donc ça se ressent dans ses tableaux. Et ses figures sont très architecturales. C'est une des raisons pour laquelle j'adore Francis Bacon. Mais paradoxalement, mis à part, bon, voilà, quelques architectes un peu plus cultivés, tu vas pas le trouver comme référence. C'est, tu vois, les architectes, c'est Mark Rothko, Jackson Pollock, Soulages, tout ce qui est un peu abstrait, tu vois. Euh, Ellsworth Kelly, voilà, tout l'expressionnisme abstrait américain, voilà, ça passe très bien, ça passe très très bien dans l'architecture. Mais ce qui est compréhensible, puisque l'architecture, c'est une forme d'abstraction, en tout cas de l'architecture moderne. L'architecture moderne est une forme d'abstraction, mais aujourd'hui, on a perdu un peu ce lien entre la peinture et l'architecture, je trouve. Voilà, aujourd'hui, le monde est parti en live, en couille. Et voilà, c'est peut-être un de mes rôles de renouer, de recréer du lien entre la peinture et l'architecture. Alors que l'une des raisons pour laquelle j'adore la Renaissance, la période classique, c'est parce que durant cette période, il y avait un lien étroit entre l'architecture et la peinture, et toutes les formes d'art. Michel-Ange était un... Alors, je ne vais pas le considérer comme un peintre, Michel-Ange, parce qu'au final, il n'a pas fait beaucoup de peinture. Mais la seule peinture réelle qu'il a vraiment fait, c'est un chef-d'œuvre. Le plafond de la chapelle Sixtine. C'est un chef-d'œuvre, donc oui, c'est un peintre. Mais par contre, c'est un sculpteur extraordinaire. C'est un architecte extraordinaire. Et on voit bien là qu'on a un exemple d'homme qui est un artiste universel, qui maîtrise toutes les formes d'art, que ce soit la peinture, la sculpture, l'architecture. Et c'est ce que je souhaite devenir. Sculpteur, peintre, architecte, designer, nous faisons la même chose. Et à travers mes peintures, j'essaye de faire passer des idées architecturales. C'est en fait, en quelque sorte, des bâtiments que j'aimerais construire. Il y a des idées de volume, il y a des idées de ligne, il y a des idées de transparence, il y a une certaine idée. Je réfléchis en même temps avec vous. À l'époque de Le Corbusier, il avait il avait l'idée de l'esprit nouveau. Donc ses peintures, à Le Corbusier, étaient vraiment similaires à son architecture. Et c'est une des raisons pour laquelle je me suis mis à peindre, parce que je me suis rendu compte que Le Corbusier avait réussi sa carrière d'architecte en commençant par la peinture à Paris. Et grâce à sa peinture, il a pu rencontrer des artistes et il a pu construire les ateliers des artistes. Donc j'avais eu la même stratégie.
Mais au-delà de ça, ce que j'aime avec la peinture, c'est que je suis libre d'exprimer mes idées architecturales, mes idées artistiques, mais aussi mes idées philosophiques. Et on va le voir progressivement dans mes tableaux, je vais vous faire passer mes idées philosophiques. Et donc une idée, notamment qui revient souvent dans mes tableaux, c'est l'idée du roi, le king. Parce que je pense que cette idée de roi fait partie je dirais, est une des clés de ma philosophie. Parce que je crois en la nature. Je crois au retour à la nature. Je crois au retour de l'homme tel qu'il a été conçu dans sa nature profonde. Donc, à l'instar des animaux qui ont une nature profonde, l'homme a aussi une nature profonde. Donc, l'homme vit en société. Et dans ces sociétés, il y a différents individus. Je pense que pour que la société fonctionne bien, il faut qu'il y ait une hiérarchie. Et pour cela, il faut qu'il y ait des leaders, entre guillemets, des rois, pour diriger la société et pour qu'il y ait un ordre qui se mette en place dans la société. Je crois à la notion d'ordre. Bien sûr, c'est une notion qu'on apprend en architecture, mais qu'on met en place aussi dans la peinture. Je pense que la société est à l'image d'une ville, est à l'image d'un bâtiment, est à l'image d'une peinture. Elle a besoin d'un ordre. Et cet ordre fonctionne avec des orientations, fonctionne avec des limites, des hiérarchies. Et pour cela, il faut qu'il y ait des hommes qui mettent en place ces règles. Des hommes qui sont capables d'influencer les autres. Des hommes qui sont capables d'avoir une vision, de mener les autres. Et donc cette idée de roi, c'est pour ça que j'ai nommé la chaîne King Francis Bacon. En fait, c'est un jeu de mots. Donc King, son pas son sac, et Francis Bacon forment King Francis Bacon. Et donc dans ces peintures, donc là je me représente moi-même en train de tailler une haie, mais je me représente comme un roi. C'est pour cette raison qu'il y a une certaine aura de la figure et cette volonté de travailler la tête un peu comme la tête des pharaons avec ce casque architectural qui donne justement cette aura de roi. Il y a ensuite, et tu le verras dans mes tableaux, une notion de guerrier. Et ça, je le dois à Miyamoto Musashi. Je le dois aux grands leaders, à Napoléon, Alexandre le Grand. Je crois que l'homme est un guerrier. Et que c'est dans sa nature d'être un guerrier. Donc c'est pour cette raison que je représente toujours ces figures avec des mains en forme d'armes, en forme d'épée, en forme de sabre, ou parfois je vais rajouter une armature avec des armes, parce que l'homme est un guerrier. Ça c'est une deuxième, je dirais, constante dans mes tableaux. La troisième constante qu'on va retrouver dans mes idées, je dirais, philosophiques, c'est les rapports sociaux. Comme je te l'ai dit, je crois beaucoup dans les rapports sociaux, mais dans l'ordre dans les rapports sociaux. Donc il y aura toujours cette idée aussi de leader. Je pense, donc on va voir ensemble si je vais le faire, je pense faire un tableau représentant Trump. C'est une de mes idées. Ensuite, est-ce que je vais représenter des femmes? Je le pense aussi, j'en ai déjà fait, j'ai déjà fait quelques tableaux représentant les femmes, parce que je crois aussi dans ce rapport homme-femme, dans cette différenciation, dans ce rapport de séduction. Voilà, c'est quelque chose d'important.
Bon, je pense qu'aujourd'hui j'ai été bavard. Bon, voilà, il y a des jours où je suis un peu plus bavard que les autres. J'ai un chauffage électrique qui a besoin d'un certain temps pour chauffer. Maintenant, c'est bon. Je vais me mettre à la peinture et on se retrouve après. Alors, le débrief. Donc là, je viens de peindre 1 heure et demie à peu près. Donc, je viens de finir le fond. Donc, je vais reculer un peu. Voilà. On a un fond qui est devenu noir. Bon, il y a plusieurs raisons pour lesquelles le fond est devenu noir. Il n'est pas vraiment noir. Si tu regardes bien, c'est du bleu, du vert, différentes couleurs qui vont composer ce fond, ce que j'aime particulièrement. Ouais, je trouve que le fond est vraiment pas mal. Ce que je recherche parce que durant cette période de taillage de haies, je me sentais quand même dans une période obscure et je trouvais que le vert pour moi n'allait pas. Donc j'ai cherché un vert sombre. Finalement on est arrivé sur un noir, ce qui n'est pas plus mal puisque du coup on met en valeur la figure. Donc il en résulte, donc j'ai retravaillé le casque ou la coiffure. Donc, pour moi c'est un peu à l'instar du casque égyptien, mais revu d'une manière architecturale. Je trouve que c'est pas mal. Je pense que là on a une base tout à fait correcte. Autrement, au niveau du corps de la figure, j'aime bien. Je trouve que là on a des nuances qui rappellent un peu le marbre de Miss Van der Rohe. Donc là, c'est ce que je recherchais, c'est-à-dire que je recherchais une expression de la chair humaine sous forme architecturale. Donc là, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Donc on a, voilà, je trouve que là on n'est pas loin du résultat. Donc je dois rajouter, donc là aujourd'hui j'ai travaillé essentiellement sur le noir. Demain je vais travailler sur le blanc. Je vais prendre un peu de recul pour voir ce que ça donne. Bien. Donc, tu vois, aujourd'hui, j'ai travaillé sur du noir. On peut dire que le noir est bien présent, tu vois. Donc, on va faire un petit débrief. Donc, ouais, aujourd'hui, je suis plutôt satisfait. Je suis moins fatigué. Et ça se ressent voilà, quand tu travailles en étant moins fatigué. Forcément, tu fais du meilleur travail. Je pense que je suis revenu à une peinture un peu plus classique, dans le sens où dans la tradition de la peinture, de la figure, le fond était souvent très simple, comme les tableaux de Velázquez ou de Rembrandt. Les tableaux de Rembrandt, très souvent le fond est sombre, noir. On a un peu cette tradition du clair-obscur, un peu comme chez Caravage. Donc ouais, ça marche plutôt bien et comme tu le sais, mes tableaux préférés de Francis Bacon sont les tableaux des années 60 avec ce fameux fond noir. Là, je trouve que c'est les meilleurs. Donc, quelles sont les prochaines étapes Donc là, je vais laisser sécher minimum 24 heures. Je vais ensuite travailler le blanc. Donc, le blanc, donc je vais surtout travailler l'échelle. Donc cette échelle là en blanc, elle va donner justement une armature au tableau qui va être très intéressante. Je vais rajouter du blanc aussi sur la main gauche pour donner cet effet d'outil pour tailler les haies, quoi, d'arme. Donc c'est la fameuse arme. La main gauche, la main droite, excuse-moi.
Je pense que je vais aussi lui donner un effet un peu plus de sabre. Donc il y aura un peu plus de blanc. Au niveau de la couleur de l'échelle, il va y avoir un mélange de bleu, violet, on va dire, ici. Ce qui va un peu équilibrer le tableau. Et puis je pense que là on aura bientôt terminé et à la fin je travaillerai avec une nouvelle technique. C'est-à-dire que voilà, j'ai eu par hasard l'idée de travailler avec des grippes de tennis. Parce que je joue au tennis et je jette les grippes usagées. Je trouvais ça dommage. Je me suis dit que ces grippes, pour moi, il y avait moyen de faire de la peinture avec. Donc ça va être un test, on va voir ce que ça donne. Mais je pense que ça va être intéressant. Et si jamais ça marche bien, ça sera génial parce que je vais pouvoir un peu associer le tennis avec la peinture. Donc ouais, là tu vois, là je sais que j'ai un tableau d'Oman. Ouais, je sens, très souvent je sens quand ce n'est pas un tableau qui est en osmose avec ma source. Tu vois, avec ce que j'ai à l'intérieur, ça je le sens et je n'aime pas, tu vois. Quand le tableau est trop joyeux, quand le tableau est trop normal, il me faut quelque chose de plus violent, de plus décalé, de plus obscur, de plus avant-garde, je dirais, plus moderne. Moderne très important, puisque en tant qu'artiste contemporain, je pense que le rôle d'un artiste contemporain, c'est de montrer la voie. Donc d'être toujours à l'avant-garde, de dicter un peu ce que doit être la peinture de demain. Tu ne peux pas reproduire ce que faisaient les anciens. Quand je vois certains tableaux, donc sans être un critiqueur, hater, en donnant des arguments, on a eu des périodes extrêmement intéressantes comme l'impressionnisme, l'expressionnisme abstrait, j'arrive jamais à dire ce mot en français. Donc il y a eu une certaine évolution de la peinture. J'ai l'impression que quand je vois la toile de certains peintres contemporains, j'ai l'impression qu'on est revenu en arrière avant ces périodes, qu'on est revenu avant Van Gogh même, avant l'impressionnisme, ce qui est tout à fait aberrant, tu vois. Je pense qu'on doit réutiliser l'héritage des peintres de l'histoire, donc que ce soit Francis Bacon, Mark Rothko, Jackson Pollock, et se poser la question de ce que veut dire la peinture aujourd'hui, tu vois. C'est ce que j'essaie de faire en toute sincérité, sans chercher absolument à faire ceci. Je le fais, on va dire, en background, en second plan, parce que je pense que ce qui est le plus important dans la peinture, j'en ai parlé justement sur la question faut-il faire une école de peinture pour peindre? Je pense que non, parce que je pense que ce qui est le plus important dans la peinture, c'est avant tout d'être authentique. C'est avant tout d'exprimer de la manière la plus authentique ce que l'on a à l'intérieur au moment présent. Et ça, il n'y a pas, je dirais, de concurrence à cette optique. Bon, c'est quand même... tu vois pourquoi on fait de la peinture? Attends. Non, ça va. Tu vois pourquoi on fait de la peinture? C'est pour être devant ce genre de choses, tu vois. Moi, ce que je kiffe, à un moment donné, je me dis, putain, j'ai la chance, tu vois. J'ai pas les moyens de me payer un Francis Bacon, mais voilà, j'ai la chance de pouvoir me faire mes tableaux. Tu vois, j'ai j'ai ma propre galerie, tu vois. Ça a plus de valeur que beaucoup de choses, tu vois. C'est ça le kiff. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est de savoir que c'est le même format qu'utilise Francis Bacon. Donc parfois, tu vois, j'ai l'impression de me dire, putain, j'ai un Francis Bacon à la maison, tu vois. C'est ça qui est génial. Ouais, c'est ça qui est génial.
Et ouais, je passe des fois 15-20 minutes devant le tableau, juste à le regarder. Mon kiff, c'est de regarder le tableau quand il est fini, tu vois, comme ça. Après, une fois qu'il est fini, voilà, je le rate plus. Il est stocké quelque part, c'est fini, mais c'est ce moment-là le plus important. Tu vois, c'est un moment aussi de décision parce que on doit se poser la question, qu'est-ce que je fais demain? Est-ce que je continue? Est-ce que je m'arrête? Des fois, tu continues, tu foires le tableau et tu dois tout recommencer. Il faut savoir s'arrêter au bon moment. Et avec l'expérience, j'ai appris à m'arrêter au bon moment et même à ne pas terminer certains tableaux. Et ça, je l'ai appris de Picasso qui disait, voilà, il n'est pas nécessaire de terminer les tableaux. Et je trouve ça très beau en fait, quand je vois des toiles de Edvard Munch, Van Gogh, Picasso, j'ai l'impression effectivement qu'elles ne sont pas terminées. Il reste toujours des morceaux de toile, on va dire, non peintes. Et je trouve que cela donne du charme au tableau. Cela donne un côté, si tu vas très près du tableau, ici ce n'est pas encore peint, tu vois, il y a des morceaux, on peut encore voir la toile apparente. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. J'aime beaucoup ce contraste entre des parties de la toile où on voit encore la toile et d'autres parties surchargées avec 20 cm de peinture. Tu vois, il y a ce contraste assez brutal que je trouve très intéressant. Bon, voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'en ai dit pas mal, notamment en première partie. Donc là, je suis quand même crevé après avoir peint une heure et demie. Voilà, je remercie les nouveaux followers qui suivent mon travail. Je pense que en continuant ainsi, ça va être intéressant aussi de suivre l'évolution des peintures, l'évolution aussi de ma carrière de peintre, entre guillemets. Donc là, un petit clin d'œil aux haters, parce que, bon, c'est bien beau de jalouser, mais au final, celui qui peint et celui qui finit les peintures, c'est moi, tu vois. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo artistique. Bon, attends. Donc j'ai plusieurs chaînes YouTube et sur chacune de mes chaînes, j'ai une manière spéciale de conclure. Sur cette chaîne, pour moi, je n'ai pas trouvé une manière vraiment incroyable de conclure. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? On se retrouve pour une vidéo artistique. Pour moi, c'est pas incroyable, tu vois. Je sais pas, là, actuellement, je sais pas, mais je vais y réfléchir pour la prochaine fois. Donc, pour l'instant, ça sera pour une prochaine vidéo artistique. Allez, ciao, bye bye.